Coucou tout le monde, encore une fois je serai pas très longue devant la caméra, donc dans mes formules, livres audio, vous allez me voir apparaître pour vous mettre en contexte parce que tout dépendant des extraits que je vais lire, des fois ça se suit, des fois je vais sauter quelques chapitres. Donc aujourd'hui on est ensemble pour Flammes Jumelles, la première saga que j'ai écrite, ça date de quelques années, mais récemment comme je disais dans mes vidéos, je l'ai retravaillée. Pourquoi? Parce que j'ai eu des nouvelles intégrations, des nouvelles compréhensions, j'ai cheminé dans ma relation de couple, j'ai également établi les premiers contacts avec mon esprit, donc tout ça, ça apporte un éclairage différent sur la relation de couple, sur le rôle de l'homme et de la femme, et je voulais vraiment que dans cette saga, ça soit bien décrit, bien dépeint, donc je me suis permis de retravailler le texte. En même temps, je me suis améliorée en tant qu'écrivaine. Donc, à l'époque, je commençais, j'étais un peu timide dans ma manière d'écrire. Je trouve que j'ai gagné en assurance. Donc, j'espère que vous allez aimer cette nouvelle version de Flammes Jumelles. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va continuer avec le tome 1, l'initiation. La dernière fois, je vous avais lu le prologue dans son intégralité. Maintenant, j'y vais avec le chapitre 1, mais avec la fin du chapitre 1. Donc, il vous manque quelques éléments de compréhension là, pour les personnes qui se seraient pas procuré l'ouvrage. Donc, je vais vous mettre en contexte. Avant, je vais faire un bref résumé du prologue pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier livre audio. Donc, dans le prologue, on découvre Anna, qui est l'héroïne principale, 18 ans, musicienne, elle joue du violoncelle. Elle veut faire une carrière dans la musique parce que sa mère, c'est une grande pianiste réputée internationalement. Je vais y arriver. Et la mère d'Anna a un gros impact sur elle. On va le découvrir tout au long du premier et deuxième tome particulièrement. Donc, tout ça pour dire que dans le prologue, Anna est en route pour aller passer une audition au Conservatoire de musique de Montréal, qui est une grande école de musique. Anna habite sur la Côte-Nord, au Québec. Mais là, elle est amenée à quitter la campagne pour aller étudier en ville. Donc, son père propose de la conduire à l'aéroport pour qu'elle aille passer son audition. Donc, elle fait ses adieux à son papa. On apprend qu'elle a une relation très particulière avec son père. Son père est porteur d'une grande sagesse. C'est un homme fantastique. Encore une fois, il va avoir un grand rôle dans l'histoire. C'est pour ça que j'en glisse un mot. Donc, son père la conduit à l'aéroport. Il faut savoir aussi que Anna, c'est quelqu'un d'hyper maladroit. Son père la surnomme ma petite empotée. Anna, en fait, me reflète dans tous les aspects de ma personnalité, je dirais. Je me suis beaucoup construite, c'est exactement ce qu'elle va vivre. Mais dans le livre 1, elle reflète la Virginie que j'étais si on recule de quelques années avant que mes initiations commencent. Donc, c'est quelqu'un de très timide, très maladroit, qui a du mal à s'incarner. Elle est très éthérée, très sensible. Donc, la polarité féminine dans ses plus beaux aspects, mais avec un manque d'enracinement à la terre. Donc, la polarité masculine qui n'est pas du tout travaillée, développée plutôt. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le prologue? À l'aéroport, elle fait la rencontre d'un homme mystérieux, donc elle ne sait pas encore son prénom. Par contre, elle a une impression tenace de le connaître depuis toujours. C'est très étrange pour elle. Anna, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de timide, elle est méfiante par rapport aux autres. Elle a vécu aussi des histoires par rapport aux hommes, on va le découvrir un peu plus loin dans l'histoire, qui l'ont amenée à ne pas s'approcher des hommes. Donc, elle ne comprend pas pourquoi quand cet homme mystérieux apparaît dans son champ de vision, pourquoi elle est portée à aller vers lui, mais c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle aille y parler. Donc, elle met sa timidité de côté, elle engage la conversation. Donc, elle va apprendre que c'est un militaire, donc qui est un homme avec une apparence soignée, très bâti, très fort, très puissant, mais c'est surtout son énergie, l'énergie qui dégage, qui l'attire. Elle a l'impression de connaître cette énergie, cette vibration, cet homme. Donc, c'est comme ça que le prologue se termine, avec la rencontre avec ce mystérieux inconnu qui fait en sorte que elle veut en apprendre davantage sur lui, mais le moment n'est pas du tout propice. Donc, l'homme va s'éclipser très rapidement. Ils vont s'entretenir que 2 ou 3 minutes. Donc, voilà ce que je racontais dans le prologue. Maintenant, les infos qui vous manquent pour bien commencer l'extrait. Anna va être acceptée finalement au Conservatoire de musique de Montréal. Donc, elle va déménager. Elle va aller vivre chez une vieille dame qui va l'héberger, qui se prénomme Jeanne. Jeanne va avoir un grand rôle aussi dans l'histoire, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Donc, elle va passer le semestre chez cette dame.
Elle va avoir une colocataire avec elle qui s'appelle Ellie. Ellie et Anna vont se lier rapidement d'amitié. En Ellie, Anna reconnaît une âme sœur. Elle est rassurée parce que Ellie, c'est une étudiante aussi au conservatoire. Donc, elle va lui faire découvrir l'école. Elle va très, très rapidement la prendre sous son aile. Ellie va lui présenter à Anna deux amis qu'elle a, qui sont également musiciens au conservatoire, qui se prénomment Priya et Edwin. Je mentionne les noms parce qu'on va les entendre tout à l'heure dans l'extrait. Donc, c'est le quatuor de copains-copines, Anna, Ellie, Priya et Edwin. Et l'extrait va débuter au bistrot. Le bistrot, c'est un endroit à 2 pas du conservatoire où Anna et ses copains-copines ont l'habitude d'aller faire leurs travaux d'école. Donc, ils vont se rassembler au bistrot. Au bistrot, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un pianiste qui est là tous les soirs pour jouer du piano, de la musique, qui se prénomme Tristan. Donc, la veille de l'extrait, Tristan va être allé se présenter à Anna parce qu'il sait que sa mère, c'est une grande musicienne. Donc, lui, étant donné qu'il est pianiste, sa mère Anna était pianiste également. Il demande à Anna des conseils pour s'améliorer au niveau de la technique du piano. Tout ça pour dire qu'on va retrouver ces personnages dans l'extrait. C'est les noms qui vont être mentionnés. Et l'extrait commence. Anna est au bistrot avec ses copains-copines, ils font leurs travaux et elle décide d'aller se chercher des cafés tout simplement au comptoir. Et c'est à ce moment-là qu'elle va faire la rencontre, qu'elle va rencontrer en fait pour la deuxième fois cet homme mystérieux qui va enfin se présenter. Voilà les infos que vous aviez besoin d'avoir pour bien écouter l'extrait. Je vous souhaite une très très belle écoute. Pour la deuxième soirée consécutive, mes amis et moi avons opté pour le bistrot comme lieu d'étude. Contrairement à la veille, l'endroit est plein à craquer, mais nous parvenons à dénicher une table libre près du piano. Après avoir sorti mes livres, je me lève et leur propose d'aller chercher des cafés. Avec un examen important demain, un petit stimulant pourrait certainement nous aider à maximiser notre productivité. Tous approuvent et je jette un regard anxieux à travers la foule. Comment vais-je réussir à transporter 4 tasses sans en renverser sur quelqu'un? Ellie remarque ma détresse. Hier, je lui ai confié être la fille la plus maladroite du monde. « Fais-moi signe lorsque la commande sera prête, je viendrai t'aider », dit-elle gentiment. Je lui adresse un sourire reconnaissant avant de me glisser dans la file d'attente. Je vais devoir faire preuve de patience car la serveuse derrière le comptoir est débordée. Entre la caisse, la préparation des boissons et les tables à débarrasser, elle semble complètement dépassée par les événements. Les yeux rivés sur l'ardoise affichant les spécialités de l'établissement, je profite de ce moment pour me replonger dans les 2 dernières semaines. Je me réjouis d'avoir surmonté mes peurs plutôt que d'être restée dans ma zone de confort. Même si j'ai tendance à douter de moi, les paroles de mon père résonnent toujours en moi. Les choix les plus difficiles sont souvent ceux qui nous font le plus grandir. Alors que je m'immerge dans la profondeur de cette réflexion, une émotion électrisante parcourt mon corps, faisant circuler mon sang dans mes veines avec une intensité nouvelle. C'est comme si chaque cellule de mon être se réveillait, une sensation familière qui me ramène à l'aéroport, où les yeux mystérieux du bel inconnu me transperçaient. Se pourrait-il qu'il soit là, en ce moment même? Mon cœur s'emballe, résonnant comme une caisse claire dans ma poitrine, tandis que je scrute frénétiquement mon environnement. La foule compacte des clients complique ma recherche, mais soudain, sa voix, profonde et envoûtante, caresse mes oreilles. Je réalise alors qu'il est juste derrière moi et une vague d'excitation m'envahit. « Hey Jimmy, ça fait un moment, n'est-ce pas ?» lance-t-il en s'adressant à l'homme qui vient d'entrer dans le bistrot. Ce dernier semble à la fois surpris et ravi de le revoir, s'avançant joyeusement vers lui. « En effet, ça fait un bail. Depuis que tu as déménagé, tu as disparu de la circulation. » C'est vrai que mes visites en ville se font de plus en plus rares, admet-il. Sa simple présence déclenche chez moi une réaction instinctive, faisant dresser les poils de ma peau comme pour lui rendre hommage. Je venais rejoindre des amis, avoue Jimmy, mais tu devrais me passer un coup de fil dans les prochains jours. On pourrait aller prendre une bière en l'honneur du bon vieux temps. Avec plaisir, accepte-t-il. Envoûté par sa voix chaude, qui résonne comme celle du chanteur lyrique Jean-Philippe Lafont, je lui jette un regard discret.
Je remarque qu'il est vêtu de façon plus décontractée que la dernière fois. Une casquette trône toujours sur sa tête, comme lors de notre rencontre à l'aéroport. Cependant, au lieu de sa chemise et de son pantalon ajusté, il arbore un simple t-shirt blanc qui met en valeur sa silhouette athlétique, associée à un jean foncé. Pourtant, malgré cette tenue moins formelle, son apparence reste impeccable, reflétant un style naturellement élégant et soigné, typique d'un homme habitué à la discipline militaire. De plus, il a rasé sa barbe, révélant ainsi les contours nets de son visage, accentuant sa prestance et son charisme. « As-tu toujours mon numéro de téléphone ?» lui demande Jimmy. « Oui, je l'ai. Je t'appelle d'ici quelques jours, » répond-il. Il y a vraiment quelque chose dans sa voix qui me touche au plus profond de moi-même. Elle évoque en moi des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant, comme si elle ouvrait une porte vers une part de moi jusqu'alors inexplorée. Bouleversée par ces sensations nouvelles et inattendues, je reviens brusquement à la réalité lorsque j'entends la serveuse s'exclamer « Mademoiselle, c'est à votre tour ». Son ton me signifie que cela fait plus d'une fois qu'elle essaie d'attirer mon attention. « Je vais prendre 4 cafés », articulai-je faiblement en m'approchant du comptoir. « Autre chose ?» demande-t-elle sèchement. « Non, merci », bafouillai-je, submergé par un mélange d'euphorie et de nervosité. Mes jambes flageolent sous l'effet de cette rencontre inattendue. Je presse ma main droite sur le comptoir pour maintenir mon équilibre, refusant catégoriquement de m'effondrer devant lui. « Ça fera 8 $, marmonne la serveuse, toujours d'un air hostile. Mes mains tremblent tellement que je suis incapable de sortir l'argent de ma poche de jean. Son impatience semble croître encore et elle pousse un long soupir. Il est évident que l'empathie lui est une notion étrangère. Si elle avait ressenti ne serait-ce qu'un instant le tourbillon d'émotions qui pulse au fond de ma poitrine, elle aurait probablement montré de la compassion au lieu de maintenir cette attitude désagréable. « Je suis désolée, ça ne sera pas long », bredouillai-je, la main prise au piège dans ma poche. Soudain, je sens sa main se poser doucement sur mon épaule. Une onde de chaleur inattendue se propage dans tout mon corps, comme une boule de feu qui explose au fond de mon ventre et remonte le long de ma colonne vertébrale. C'est une sensation étrange, presque irréelle, surtout pour moi qui ai toujours froid habituellement. « Tu n'as pas assez d'argent ?» demande-t-il, glissant un billet par-dessus mon épaule. Je me retourne lentement pour faire face à ce mystérieux inconnu, dont la simple présence éveille en moi des sentiments à la fois curieux et inédits. Nos regards se croisent et soudain, le monde autour de nous s'efface. Le temps semble s'arrêter, comme suspendu dans l'espace, et l'atmosphère devient électrique, intensifiant l'instant. Il ne reste plus que lui et moi. Son magnétisme m'attire irrésistiblement, mais je lutte de toutes mes forces pour ne pas succomber à sa puissance énergétique. La perspective de me retrouver dans ses bras serait embarrassante. « Toi » murmure-t-il, son visage pâlissant comme s'il venait de voir un fantôme. « Je ne m'attendais pas à te croiser ce soir. Si j'avais su. » Sa phrase demeure en suspens alors qu'il tend le billet à la serveuse. « Permets-moi de t'offrir le café » insiste-t-il. Hébétée, je reste muette, occupée à dresser la liste de ses atouts. Ses biceps ciselés, sa voix cuivrée, ses traits sculptés comme par la main de Michel-Ange, ses yeux d'un brun chaud rappelant la douceur du chocolat. Chaque détail de son apparence m'attire irrésistiblement, me laissant sans défense face à mes propres émotions. La serveuse lui rend sa monnaie avec un sourire radieux, un accueil bien différent de celui que j'ai reçu. Je ne suis visiblement pas la seule à être ensorcelée par son charme, mais il reste indifférent à cette femme qui attire habituellement l'attention de tous les clients grâce à ses longs cheveux noirs ondulés et ses prunelles vertes pétillantes. Ses courbes généreuses sont toujours mises en valeur, et lorsqu'elle débarrasse les tables, elle s'arrange pour les exposer davantage. Malgré son attitude séductrice, il continue de me fixer droit dans les yeux, créant ainsi une bulle d'intimité dans la cacophonie du bistrot. Il saisit mon coude avec une douceur inattendue et m'invite à m'asseoir sur l'un des tabourets. Le contact de ses doigts sur ma peau me fait frémir. Tandis que je m'installe, je ne peux m'empêcher de me demander si je suis en train de rêver. Il ne peut être qu'un mirage, une hallucination causée par le stress des dernières semaines. Pour vérifier mes doutes, je lui jette un coup d'œil furtif. Oui, c'est confirmé. Cet homme ne peut être réel car la perfection n'existe pas sur Terre. À qui sont les autres cafés, s'enquiert-il en posant une des tasses devant moi. Son torse bien dessiné effleure mon épaule, déclenchant des frissons que je peine à dissimuler. Mes amis sont au fond, à côté du piano, je réponds en les désignant d'un geste du doigt.
Je sens leur regard peser sur nous. Lorsqu'ils se tournent vers eux, ils font semblant d'être absorbés par leurs travaux. Les traîtres. Je reviens tout de suite, Anna, dit-il. Mon nom, prononcé par sa voix, résonne à mes oreilles comme l'aria de la suite en ré majeur de Bach. Avec une aisance impressionnante, il saisit les 3 cafés sur le comptoir et se dirige vers le fond du bistrot. Mon cœur bat la chamade alors que je l'observe s'éloigner, laissant place à un tourbillon d'émotions indomptables. Je me demande ce qui peut bien déclencher ce tumulte dès que je suis en sa présence. Sa beauté herculéenne y est assurément pour quelque chose, mais mon intuition me souffle qu'il y a une raison plus profonde derrière cette vague d'énergie qui me pousse à me rapprocher d'un homme que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Cependant, je n'ai pas le loisir de méditer longuement sur la situation. Il est déjà de retour, bondissant agilement sur le tabouret à mes côtés. Son genou effleure le mien et une chaleur vive embrase mes joues, révélant mon trouble. Certains pourraient croire que des papillons virevoltent dans mon estomac, mais je reste persuadée que l'attraction que je ressens pour lui transcende le physique. Une connexion mystérieuse, un lien invisible semble nous relier d'une manière inexplicable. Nimbé par la lumière tamisée, il évoque un être mystique, un ange descendu du ciel. L'espace d'un instant, je me surprends à vouloir appeler mon père pour lui dire qu'il avait raison. Les êtres de lumière existent vraiment. Le contraste entre lui, si confiant, et moi, si maladroite, est frappant et presque cruel. Alors qu'il semble familier avec ce genre de rencontre, je suis complètement désorientée, une novice dans l'art des interactions sociales. Alors qu'il entame la conversation, il retire sa casquette, dévoilant sa chevelure blonde aux reflets chatoyants. Ce geste ravive le souvenir de notre rencontre à l'aéroport. J'avais eu l'impression qu'il enlevait son couvre-chef pour établir une connexion plus intime avec moi. « On dirait que ton audition s'est plutôt bien déroulée, n'est-ce pas ?» demande-t-il avec un sourire. « Eh bien, oui, on peut dire ça », je réponds en bafouillant légèrement. « Je suis ravie de l'entendre, » dit-il, son sourire s'élargissant. « Cela me donne l'occasion de faire ta connaissance. » Une fois de plus, des souvenirs de l'aéroport refont surface. Juste avant de disparaître dans la foule, il avait déclaré d'une voix assurée « Nous aurons tout le loisir de faire connaissance dans des conditions plus appropriées. » Cette phrase m'est restée en mémoire, comme un présage de notre rencontre future. Je me rappelle aussi de sa réaction quand je lui ai parlé de mon audition à Montréal. Ses yeux semblaient déjà anticiper nos retrouvailles, comme s'il avait pressenti que nos chemins se croiseraient à nouveau. Malgré son intérêt pour moi, une part de moi reste perplexe. Pourquoi un homme comme lui voudrait-il apprendre à me connaître? Pourtant, je perçois chez lui une sincérité, une confiance instinctive qui s'insinue en moi. C'est surprenant car je suis généralement méfiante. Serait-ce parce que le sentiment de familiarité que j'avais ressenti lors de notre première rencontre persiste en moi, telle une lueur d'espoir dans l'inconnu? « Depuis quand es-tu à Montréal ?» me relance-t-il finalement. « Je suis arrivée il y a 2 semaines environ », je réponds. « Et je suppose que tu résides dans le coin ?» « Oui, je vis chez une dame à quelques pas du conservatoire, avec une de mes copines, dis-je en désignant Élie d'un geste de la main. Elle continue de nous observer, ce qui accentue encore mon anxiété. Je redoute déjà l'interrogatoire qui m'attendra en rentrant chez Jeanne. « Et ta nouvelle école te plaît ?» poursuit-il, son regard pénétrant me laissant momentanément sans voix. « Eh bien, oui, c'est génial. On entend de la musique à tous les étages. » « Cela doit être très stimulant pour quelqu'un comme toi. Je suis un grand fan de musique moi-même, m'avoue-t-il. »« Vraiment? Quels sont tes groupes préférés? » Au même moment, un client l'accroche et je remarque sa mâchoire carrée se crisper légèrement. Après m'avoir confié son admiration pour le chanteur canadien Devin Townsend, il me retourne la question. La musique étant mon domaine de prédilection, je me sens un peu plus à l'aise et réponds avec enthousiasme, évoquant tucellos et bandes, un quatuor à cordes féminin. Il poursuit alors en me posant quelques questions supplémentaires. Malgré le chaos ambiant dans le bistrot ce soir, il continue à me fixer avec la même intensité, comme s'il cherchait à sonder mon âme. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui semble vouloir me connaître en profondeur, au-delà des mots que nous échangeons. Cette attention me touche et je me surprends à lui partager quelques fragments de ma vie. Un éclair de contentement traverse son visage, mais son attitude se fige brusquement alors qu'il est de nouveau bousculé. Cette fois, ce n'est pas seulement sa mâchoire qui se crispe, mais son corps tout entier, comme s'il protégeait farouchement son espace personnel. « Écoute, Anna, discuter ici me met un peu mal à l'aise.
L'endroit est trop bondé et ce n'est pas le cadre idéal pour faire connaissance, soupire-t-il en remettant sa casquette, comme pour s'isoler du bruit ambiant. Bien que sa remarque soit justifiée, l'idée de mettre un terme à notre rencontre m'est insupportable. C'est inexplicable, mais malgré la gêne qui m'envahit, je me sens chez moi auprès de lui, comme si nous nous connaissions depuis la nuit des temps. Ce mystère m'intrigue et je suis déterminée à découvrir la vérité sur notre étrange connexion. Tu veux qu'on aille autre part, je propose d'une voix teintée d'espoir. Oui, mais pas ce soir, réplique-t-il, un brin résolu. Ma déception semble être évidente, car un second soupir s'échappe de ses lèvres. Je suis attendu ailleurs, m'avoue-t-il. Je suis juste passé pour prendre un café. Mais nous pourrions nous voir mercredi prochain. Je termine mon service plus tôt ce jour-là. Avec plaisir, acceptai-je, esquissant un sourire timide. Parfait, alors je t'attendrai à l'entrée du conservatoire après les cours, murmure-t-il, sa voix résonnant comme une douce promesse au milieu du tumulte. Tandis que je l'observe se lever de son tabouret, je lui fais remarquer que je ne connais toujours pas son nom. Je m'appelle Phoenix, m'annonce-t-il. À cet instant, je réalise que ce nom, pour une fois, restera gravé dans ma mémoire. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux que tu sois enfin là, confie-t-il. Ces mots résonnent comme s'ils m'attendaient depuis une éternité, renforçant ma conviction que notre lien est bien plus ancien que notre rencontre actuelle. Cependant, d'un point de vue rationnel, je ne parviens toujours pas à expliquer ce ressenti. Rassemblant tout mon courage, je prends une profonde inspiration avant de poser la question qui me taraude. Avant que tu ne partes, j'aimerais savoir si je suis la seule à avoir cette étrange sensation de déjà-vu entre nous. Je suis étonnée par la facilité avec laquelle j'exprime mes sentiments. Habituellement, je les garde enfermés au fond de moi, mais en sa présence, ils semblent s'échapper naturellement. « Tu n'es pas la seule, non », répond-il d'un ton énigmatique. Malgré l'aura de mystère qui l'entoure, je suis soulagée de voir qu'il confirme mon ressenti. Alors à mercredi, conclut-il avant de prendre congé, sa silhouette s'effaçant lentement dans la foule mouvante du bistrot. Je reste là un moment, les yeux toujours rivés à l'endroit où il se tenait encore quelques instants auparavant. Comme si je voulais graver cette image dans ma mémoire pour l'éternité. Puis, je me fraye maladroitement un chemin à travers les tables bondées pour rejoindre ma place. À peine installée, Ellie me lance avec sa fougue habituelle. « Avec qui étais-tu » Je n'ai aucune envie de me confier, mais Edwin et Priya me fixent avec la même intensité. Mes amis ne me laisseront pas tranquille tant que je n'aurai pas satisfait leur curiosité. Il s'appelle Phoenix, je murmure, le ventre encore noué par l'émotion. Nous nous sommes croisés à l'aéroport alors que j'étais en route pour mon audition. Priya fronce les sourcils. Mais pourquoi te fixait-il ainsi? Il semblait te contempler comme une œuvre d'art. Je n'ai pas remarqué, bredouillai-je en détournant le regard. Ne nous prends pas pour des imbéciles, riposte Edwin. On t'a vu rougir d'ici. Je soupire. Écoutez, je ne comprends pas mieux que vous. Cette fois-ci, c'est vrai. L'intérêt que cet homme me témoigne dépasse toute explication rationnelle. En réalité, sans ce sentiment de familiarité mutuelle, je crois que je commencerai à remettre sérieusement en question ma santé mentale. Ce que je ressens pour lui transcende toute logique humaine, m'immergeant dans un mélange d'incertitude et d'émerveillement. En tous les cas, tu es populaire auprès des garçons, marmonne tristement Ellie en jetant un coup d'œil à Tristan. Je n'avais même pas remarqué qu'il s'était installé au piano. Notre chère Ellie est jalouse, la taquine Edwin en lui tapotant amicalement le dos. Ce n'est pas vrai, proteste-t-elle vivement. Je suis heureuse pour toi, Anna. C'est gentil, mais il n'y aura jamais rien entre cet homme et moi, dis-je fermement. Vous avez vu à quel point nous sommes différents, non? Je ne vais pas te mentir, réplique Edwin d'un ton malicieux. Il a bien plus de prestance que toi. Pourtant, il est clair qu'il s'intéresse à toi, souligne Priya. Peut-être, mais il est trop âgé pour moi. Il doit avoir environ 25 ans. De plus, il est beaucoup trop séduisant et charismatique pour quelqu'un comme moi. Tu as raison, Anna, s'exclame Edwin, toujours aussi espiègle. Tu n'es pas de son calibre. Et maintenant, silence, j'ai besoin de me concentrer. Alors qu'Ellie roule des yeux, je me plonge dans l'étude des compositeurs français du 18e siècle. Cependant, mon esprit refuse obstinément de coopérer, revenant sans cesse à Phoenix. Je rejoue cette scène surréaliste encore et encore, explorant différentes hypothèses qui émergent au fil des minutes. Peut-être est-il un lointain parent envoyé par mon père pour s'assurer que je vais bien, ou peut-être un acteur de grand talent répétant pour son prochain rôle.
Je me laisse même imaginer qu'il pourrait être un dangereux criminel, s'amusant à traquer les jeunes filles naïves. Décidément, je ne trouverai pas de réponse sensée à mes interrogations ce soir. Cette nuit-là, je suis emportée dans un tourbillon de visions contradictoires et obscures. Au premier plan, Phoenix se tient aux côtés d'une femme d'une beauté presque surnaturelle, qui lui procure une joie et un bonheur indéniables. Derrière eux se dessine le spectre menaçant du monstre qui hante mes cauchemars depuis des mois. Ses immenses ailes noires se déploient et son regard terrifiant me fixe avec avidité. Alors que je m'apprête à m'enfuir, il se précipite sur moi et enserre ma gorge avec ses mains répugnantes. Je lutte désespérément, essayant de crier pour attirer l'attention de Phoenix, mais aucun son ne franchit mes lèvres, étouffé par la peur qui m'étreint. De toute façon, pourquoi s'inquiéterait-il pour moi, une simple mortelle, alors qu'il est en compagnie d'une beauté divine, telle qu'Aphrodite elle-même?